bonne année. Très heureux de vous retrouver. Alors, les terriens de ce soir sont Pascal Obispo. Alors Pascal, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour un livre intitulé « La méthode Obispo pour draguer les filles », dans lequel vous révélez que la technique infaillible, c'est de leur composer un album, en fait. Oui. Autre terrien également avec nous ce soir, Bruno Leroux. Bruno Leroux, député PS de Seine-Saint-Denis, président du groupe PS à l'Assemblée nationale. Alors vous êtes député du 9-3, quoi. Ouais, ici. Le 9-3 est dans la place, tranquille. Faites du bruit pour le député du 9-3. Alors c'est marrant. Moi, les mecs du 9-3, je les voyais pas comme ça. Hein. On se fait des idées parfois. Mais j'y suis pas simplement élu, j'y suis né, j'y ai grandi, j'y ai fait toutes mes études, j'y habite. Vous mettez des survêtements blancs pour aller sur les marchés le dimanche matin? Non, mais je suis pas sur les marchés le dimanche matin comme je suis la semaine. Alors, une terrienne avec nous ce soir, Absatoussi. Alors, Absatou, vous êtes chef d'entreprise et chroniqueuse dans l'émission Le Grand 8 sur Direct 8. Et vous êtes ici pour répondre aux deux questions que tout le monde vous pose tout le temps. Non, vous n'êtes pas la sœur d'Omar Sy. Non. Non, vous n'êtes pas libre à dîner ce soir. Non. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h ce soir, Daniel Tammet, autiste Asperger, élu parmi les 100 génies vivants et auteur de best-sellers. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors Pascal Obispo, rebonsoir. 30 ans de musique, 20 ans de carrière, 4 millions d'albums vendus. Pour fêter ça, vous sortez un best-of intitulé Millésime, alors avec tous vos tubes, c'est incroyable. Ça fait quoi d'être l'un des derniers chanteurs français à avoir eu assez de tubes pour faire un best-of? En fait, je me suis pas rendu compte jusqu'au moment de faire la compilation. Ouais. Je sais pas faire beaucoup de choses, en fait. Je me sens un peu inutile dans la vie. À part faire des albums pour séduire les... Il y a des super chansons. Moi, j'ai acheté le best-of de Danny Briand, par exemple, il a mis 12 fois Suzette, quoi. Il y en a qui font des compilations au bout de 2 albums, tu vois. Nous, on a attendu un petit peu pour avoir, quelques chansons dessus. On écoute À quoi ça ressemble. Lucie, dépêche-toi, on vit, on ne meurt qu'une fois. Et on a le temps de rien, que c'est déjà la fin, mais... Je n'ai dit que pour elle. Ma maison m'a tué folle. Quand mes amours, l'important c'est aimer. On va aller faire un... Ça le fait, hein. L'important c'est y croire, sans s'en apercevoir. L'important c'est toujours d'être en amour. L'important c'est donner et ne rien demander. Si j'existe. Trop long, là. C'est long, hein. Si j'existe, ma vie, c'est d'être Alors, il y en a une qui est pas... Il y en a une qui est pas dans le best-of. C'est ça. Ah oui. Le soleil, la rime est bleue, éblouie jusqu'à m'oublier.
C'est pas moi qui chante, hein. Non, non. Parce que je chante pas. Non, mais c'est le générique de Sous le soleil, c'est énorme. Ah oui, oui. En plus, ce générique, ça m'a permis de... Ça m'a pas mal aidé au début. Oui. J'ai pu acheter un synthétiseur avec ça et composer, voilà. Tu vois, c'est cool. Et alors, il y a quelques chansons, mais on peut pas toutes les écouter. Bah, sinon, on parle pas. Hein. Voilà, mais ceci étant, c'est peut-être pas plus mal. Quelques chansons que vous avez écrites pour les autres. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Ah oui, c'est bien, hein. Je suis très flatté. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Bon, on s'arrête parce qu'on pourrait être là à 9h du soir. Bravo. Quelle machine à tube, hein? Mais la SACEM doit vous verser chaque année le PIB du Mali, non? Non, mais je l'ai racheté. Ah oui, oui. D'accord. Enfin, je dois dire quand même que je dois beaucoup tout ce qui s'est passé aussi aux auteurs avec qui j'ai bossé. Ouais. C'est pas, voilà. À commencer par Lionel Florence. À commencer par Lionel Florence, Ouais. voilà. Ouais. Zazie aussi, j'ai beaucoup appris avec Zazie. Ouais. Et la dernière, c'est avec Didi Golmanas, voilà, c'est... Ouais. J'aimais bien aussi Les Fleurs du Bien, l'album en hommage à Victor Hugo. T'es sûr que c'était pas Prévert? Alors, sur le plan mélodique, on vous a beaucoup reproché d'imiter Paul Naref, mais vous, au moins, votre fils, c'est le vôtre, quoi. Le sien, c'est peut-être le mien aussi, hein. Oui. On ne sait pas. Bon, on ne sait pas, oui. Alors là, c'est le best-of. Si vous deviez sortir un worst-of, c'est-à-dire les pires chansons d'Obispo, vous mettriez quoi dedans? La reprise de Queen avec Mimi Mati pour les enfoirés. Ouais, mais le problème, c'est que quand on file à bouffer aux gens, on peut faire n'importe quoi aux enfoirés. Puis c'est bien les enfoirés parce que ça permet à tout un tas de chanteurs de rester dignes en faisant au moins un concert par an. T'exagères parce que quand même, on en fait 7 ou 8. Hein. Ouais. Vous avez longtemps été boycotté par les victoires de la musique. À partir de combien de millions d'albums on s'en fout de ne pas avoir une victoire de la musique? Mais j'ai eu une fois le prix du public, c'était sympa. Ouais. Mais le métier, non, ils vont boire des coups à chaque fois qu'il faut voter pour moi. Alors, les victoires vous ont snobé, les médias vous ont un peu méprisé. Vous pensez que c'était dû à quoi, cette mauvaise image que vous aviez? C'est pas une mauvaise image. Je pense que toutes les personnes qui ont eu du succès rapidement, on a tous subi un petit peu le même sort. À un moment donné, quand ça fonctionne, bah, il faut tirer sur le pianiste. En même temps, on vous a tiré dessus qu'une seule fois, hein, voilà, dans un concert, finalement. Voilà. Chantais ta vanne. On m'a tiré dessus, mais ils m'ont pas eu. Hein. Ben non. Ils vous avez plus la cicatrice, là? Non, elle était là. Non, mais c'était pas celle-là. Celle-là, c'est un camion. Mais, mais ça m'a permis de bien sympathiser avec Johnny. Oui. Parce que je suis arrivé sur son bateau, j'avais le pansement. Ouais. Et au moins, il m'a pris pour un homme et je suis quasiment, quasiment une idole pour les rappeurs. Ouais. J'ai presque le Tupac, tu vois ce que je veux dire? Ça s'est passé à Ajaccio le 28 juillet 1997. C'est quelle chanson qui avait déplu? Je crois que c'est Assassine. Ah oui, ah bah oui, normalement. Alors, le tireur a bénéficié de circonstances atténuantes. Le juge avait demandé à voir le concert, faut dire, hein, quand même. Maintenant, ça va mieux. Vous avez déclaré « Je suis en train de me trouver ». Ça veut dire quoi? Je sais pas, parce que j'ai composé pour plein de gens et j'ai tenté plein de choses différentes au niveau vocal et au niveau de la musique. Et voilà. Et là, maintenant, les chansons que j'écris, j'ai l'impression qu'elles sont plus fidèles à ce que je suis. Voilà. Ouais. Alors, vous avez le sens de la formule, Pascal. Vous avez déclaré « Ma réussite, c'est d'avoir donné un sens à ma vie, d'avoir transformé mes larmes en diamants. » Shine bright like a diamond. C'est beau, dis donc. Alors, on va passer à un quiz qui s'appelle Pascal ou Obispo. Donc, évidemment, vous allez plutôt jouer vous deux, parce que lui, il connaît. C'est soit des phrases de Blaise Pascal, soit des phrases de Pascal Obispo. Voilà, Pascal ou Obispo. Attention Bruno, attention à Tsatou. Ça va pas être difficile. Vivre avec l'espoir est une vie qui en vaut bien d'autres. Pascal ou Obispo? Obispo. Obispo. Non, Pascal, vous voyez. Il écrit vachement bien. Alors, à force de se chercher partout, on risque de se perdre malgré tout. Obispo, là. Oui.
Bravo. Je connais par cœur le répertoire. Peu de choses nous consolent parce que peu de choses nous affligent. Pascal. Bravo. Attention, le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. Oh, Obispo. Bravo, c'est très fort. C'est être malheureux que de vouloir et ne pouvoir. Obispo. Ben non, c'est Pascal. Ça aurait pu être. Ah mais c'est bien, non, mais ça prouve quand même, tu vois. Non, mais c'est bien parce que j'ai pas choisi n'importe qui, j'ai pris Pascal. Non, tu chopes des trucs qui sont proches de l'écriture de Lionel aussi. Et ben voilà. À mon avis, ils pompent tous sur Pascal. Hein, oui, bah écoute, on s'autopompe, quoi, hein, comme on dit. Si on y arrive. Ah, ça, c'est une question de souplesse. Je sais pas, ou de taille. C'est vrai. L'imagination dispose de tout. Elle fait la beauté, la justice et le bonheur, qui est le tout du monde. Pascal. Bravo. Ah oui. L'envie passe comme les heures. Pascal. Obispo. Obispo. Ah bon? Dans laquelle? C'est tout. Il faut chercher notre bonheur hors de nous. Pascal. Obispo. Pascal. T'as bien bossé. J'aurais pas cru que ça marcherait aussi bien, franchement. T'as bien bossé. Et c'est assez cadeau la dernière. On ne vit, on ne meurt qu'une fois, et on a le temps de rien, que c'est déjà la fin. Obispo. Pascal Obispo. Obispo, mesdames, messieurs, bravo. Alors, Stéphane, qui gagne? Bruno Leroux. Un big up pour Bruno Leroux. Alors, je voudrais dire que Pascal Obispo sera en tournée dans toute la France dès le mois de mars et à l'Olympia le 11 octobre. Voilà, c'était la perle de SMT. On se retrouve après la pub pour discuter de l'actualité de la semaine. A tout de suite. Rebonsoir les terriens. Rebonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Pascal Obispo, de Bruno Leroux et d'Abd Satoussi. Alors Bruno Leroux, rebonsoir. Ouais. Vous êtes député PS de Seine-Saint-Denis, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Et avec Michel Sapin, Pierre Moscovici, Laurent Fabius, vous faites partie du courant chauve du PS. Quoi. Ça, c'est Il y a un indéniable. courant. Hein. Vous devriez faire de la politique. Vous seriez plus obligé de vous balader avec un bonnet sur la tête toute la journée. Alors, Bruno, avec Michel Sapin, Le Foll, Le Drian, Ouais. vous faites partie des Hollandais historiques. Vous travaillez avec François Hollande depuis plus de 20 ans. Et pourtant, vous n'êtes pas ministre. Pourquoi? Parce que j'avais choisi, Ah oui. j'avais dit depuis maintenant plusieurs mois que si l'on gagnait, je voulais présider le groupe à l'Assemblée. Ah oui. On est quand même dans une démocratie où pour faire avancer les projets, il y a besoin de l'Assemblée, il y a besoin d'une majorité, il y a besoin d'animer un groupe. C'est une responsabilité qui me plaisait et c'était vraiment un choix, une envie. Bruno, vous auriez peut-être mieux fait d'être ministre parce qu'en tant que président de groupe, vous avez dû faire avaler un certain nombre de couleuvres à vos amis députés. Alors on va prendre la liste. Ouais. D'abord, le report de la loi sur le vote des étrangers. J'espère que ça ne sera pas reporté. Ouais, mais bon. Ça a été reporté depuis 30 ans. Ouais. C'est trop long. Vous avez été obligé de leur faire avaler aussi l'abandon de la procréation médicalement assistée. Pas du tout. C'est décalé de 2 mois. Simplement. Non, mais attendez. Moi, j'ai voulu faire la PMA quand il n'y avait qu'un seul texte, pour faire pression notamment sur le gouvernement, pour qu'on aille jusqu'au bout. Maintenant, il y a 2 textes, dont un qui est plus sécurisé juridiquement. Bah voilà, je préfère attendre 2 mois et avoir une vraie avancée de On société verra. supplémentaire. On verra. Ouais, je reviendrai. Alors vous leur avez fait avaler aussi la signature du traité budgétaire européen. C'est pas évident, ça. Non, c'était dans les propositions de François Hollande dans Ouais. l'élection. Et donc, il fallait en passer par là. D'ailleurs, vous avez vu tous les mois, on ne parle plus aujourd'hui de crise européenne. On a réussi à réguler. Non pas qu'on en soit sorti, mais enfin, c'était devenu On le en film. parle moins, c'est vrai. Ouais, je crois que François Hollande a fait bouger les choses là-dessus. Il adore François Hollande, c'est Ouais. formidable. C'est Pas mal. un des rares en France qu'on ait trouvé. Donc... Alors, vous leur avez fait Je vous le avaler confirme. à vos amis députés l'augmentation de la TVA. Ouais. Vous leur avez fait avaler 20 milliards de crédits pour les entreprises, Ouais. quand même. C'est une révolution pour la gauche. Ouais. Moi, je veux bien ceux qui, à gauche, me disent toujours qu'il faut faire baisser le chômage, mais il faut taper sur les patrons. Ouais. Il y a quand même un milieu à trouver, parce que ceux qui créent de C'est bien
l'emploi c'est bien. aujourd'hui, Ouais. c'est aussi ceux qui sont des entrepreneurs. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui se demandent si François Hollande est toujours de gauche. Il paraît qu'il a mis un post-it sur son bureau avec marqué « Rappelle-toi que tu es de gauche ». C'est vrai? En tout cas, j'ai pas vu le bureau depuis longtemps, mais il n'y a pas besoin de ça, à Ah mon bon, avis. d'accord. On est assez nombreux, quand il le faut, à rappeler ce que doivent être les mesures qu'on Non, mais doit il faut se prendre. mettre au boulot, là. Il faut quand même qu'il fasse un peu des trucs de gauche, là, quand même, non? Et on y est, on ne fait que Ouais, ça depuis ouais, 6 mois. ouais. Alors, les vœux aux Français, alors là, 8 minutes. Comment ça se fait? Il y avait Valérie Trierweiler qui lui a dit « Le dîner est servi. Rentre à la maison. » En même temps, c'était dense. Moi, quand j'ai fini de l'écouter, j'ai eu l'impression qu'il avait dit ce qu'il avait à dire aux Français Ouais. ce soir-là. Mais ouais. qu'est-ce qu'il a dit exactement? Que l'année 2013 allait être dure et que la fin de l'année Ah oui. 2013, c'était la perspective de renversement de la courbe bon du chômage. Ah ouais, ça, vous y c'est un croyez, engagement. par exemple? Bien sûr que j'y crois. Vous croyez vraiment, non mais sérieusement, vous croyez vraiment qu'on va inverser la courbe du chômage avec, c'est terrible à dire, mais il y a 1500 chômeurs nouveaux tous les jours. Quand Mais bien même, sûr. hein. Et d'un seul coup, ça va repartir dans l'autre sens. Et vous croyez qu'on ne fait rien? En ce moment, les partenaires sociaux ont achevé une discussion qui s'est bien conclue. Nous avons fait un contrat de génération pour lier l'emploi des plus vieux, Ouais. l'emploi des plus jeunes, les emplois d'avenir pour ceux qui sont les plus éloignés. En l'espace de 8 mois, vous n'avez pas moins de 4 dispositifs, alors qu'en 5 ans, il n'y en a pas eu un seul. Bah voilà, on essaye d'agir. Alors vous avez déclaré, le cap du gouvernement est particulièrement clair. Ouais. C'est fort. Et oui, je pense que le cap est clair. Le cap de la justice, le cap de cette efficacité économique que nous recherchons, le cap de ne pas opposer les Français les uns ouais. contre les autres. On peut faire des réformes de Enfin, société. vous opposez quand même un peu les riches contre les pauvres, hein, quand même, là. Ah non, on essaye de faire en Non, parce sorte... que Sarko, c'était les Arabes, vous, c'est les riches. Hein. Non, vous savez, je crois pas que les riches aujourd'hui, malgré les mesures qu'on ait prises, soient beaucoup moins riches. Ouais. Et en tout cas, j'ai pas vu un riche qui est venu à ma permanence pour me dire qu'il n'arrive plus à vivre. hein. Ça, Donc, c'est sûr. Bien. Alors, vous le connaissez bien, François Hollande. ouais. C'est vrai qu'il se teint les cheveux? Non, sérieux. Non, mais, je te jure, non, mais c'est vrai. Moi, quand j'ai lu ça dans GQ, j'en revenais pas. Comment un mec qui se teint les cheveux peut ne pas mentir? Alors, la particularité que j'ai et que vous avez rappelé Ouais. au début fait qu'on va jamais chez le coiffeur ensemble. Oui. Donc, je ne sais pas. Non, moi, je l'imagine une fois par mois avec ses papiers à lui sur la tête, en train de faire sa couleur. Jamais vu de photo. Il vient chez vous, là? Non? Ah, il vient pas chez moi, mais en tout cas, c'est sûr, il se teint les cheveux. Comme Berlusconi. Pour les cheveux. Pour les cheveux. C'est moche. Bien. Alors, Absatoussi, rebonsoir. Je peux vous appeler Absa ou ça fait trop médicament? Si ça vous soigne, ça va. Alors, vous êtes chef d'entreprise et vous avez fondé les centres de beauté Ethnicia, qui sont devenus depuis Absatoussi. Il y en a 17 aujourd'hui, qui emploient 150 personnes et qui réalisent un chiffre d'affaires de 6,7 millions d'euros. C'est bien, bravo. Alors, la question qu'on se pose, c'est combien faut-il de séances dans vos salons pour devenir comme vous, quoi? Ça, faut demander à mon père et à ma mère. Ouais, d'accord. Alors, vous êtes également chroniqueuse dans l'émission Le Grand 8, sur D8, aux côtés de Laurence Ferrari, Roselyne Bachelot, Audrey Pulvar et Elisabeth Bost. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu cette émission, c'est les Spice Girls, hein, version télé, mais avec Bachelot dans le rôle de Victoria Beckham, en fait. Alors, il y a un truc très nouveau dans cette émission depuis la rentrée, un truc révolutionnaire, c'est que vous êtes autour d'une table. Fini le canapé. Fini le Basic Instinct. Ça Voilà. va. On peut plus voir, on l'a regardé comme ça, Vous l'émission. pouvez essayer, Ouais. mais c'est un peu chaud. Vous croyez que la table, ça va suffire pour relancer l'audience, où il faudra en arriver à Roselyne Bachelot qui explique la fellation avec une banane? Bon, attendez, elle fait tout, Roselyne Bachelot. Hein. Elle fait tout, non mais Elle fait tout, elle est hein. super, Roselyne. Elle a une patate incroyable. Alors quand on vous voit, on regrette un petit peu de ne pas être au chômage, parce que l'émission passe à 11h, quoi. Donc si on veut la voir, évidemment... Elle repasse le soir, Thierry. Elle passe repart, le, oui. elle Moi, je la passe le regarde soir. le soir Voilà. à Et 2h du Pascal, matin. il n'est pas au chômage. Et ça vous plaît, Pascal? Moi, j'adore Roselyne marrant. et j'adore... Absatou, elle est géniale. Hein. C'est la grande révélation de Très cette belle. émission. C'est gentil, Ouais, ça. vraiment, ouais. Mais je pense que la révélation, c'est Roselyne. Alors, vous êtes né à Sèvres en 1981, père sénégalais, ouvrier, mère mauritanienne, femme au foyer, 8 enfants. Ouais. Moi, j'ai vécu la plus belle enfance Ouais. qu'il soit. On dit Ouais. tout le temps, c'est la misère quand vous êtes 8, c'est compliqué. Ouais. Moi, je me souviens d'après-midi avec mes frères et sœurs où je m'éclatais. Ouais. Voilà, si je devais recommencer, je recommencerais la même chose. même Et chose. j'ai peur d'être seule parce que j'ai toujours grandi au milieu d'une fratrie. C'est génial. Alors, c'est votre père qui vous a transmis la valeur du travail. Pendant 30 ans, vous l'avez vu se lever
tous les matins pour le SMIC, toujours content. Toujours fier en fait de subvenir à ses besoins, à ceux de sa famille. Mon père, pour moi, c'est mon héros. C'est un type qui est quand même parti vraiment du fin fond du Sénégal pour offrir à ses enfants la chance d'aller à l'école. Juste pour ça, je cracherai pas sur ce qu'il a fait. Bien sûr. Voilà. Alors à 12 ans, vous voulez déjà être businesswoman. Ouais. Vous n'aviez pas les mêmes rêves que les petites filles de votre âge, hein? À 12 ans, j'étais la gamine la plus riche de mon quartier. Ouais. Parce qu'en fait, je m'occupais des personnes âgées de mon immeuble. Ils me donnaient tous une pièce et donc j'étais la plus riche de mon âge. Donc Et voilà, businesswoman. Et voilà. Et vous en faites profiter votre famille. Vous achetez des fournitures pour vos frères et sœurs. Ouais, on bossait pour vivre bien et on a bien vécu. Avec l'argent des petits vieux. Avec l'argent des petits vieux. Mais ils vous le donnaient l'argent ou vous leur piquez? Non, ils vous le donnaient. Non, ils me le donnaient. Alors, 12 ans plus tard, à 24 ans, vous ouvrez votre premier espace beauté Ethnicia sur l'île Saint-Louis. Et pour lancer la marque, vous avez une super idée. Vous trouvez un slogan énorme que vous marquez sur les t-shirts. Ethnicia arrive en France. On s'est retrouvé à une 50aine de femmes avec des t-shirts blancs écrits au marqueur Ethnicia. On a débarqué chez Cathy Guetta, avenue Georges V, dans son ancienne boîte de nuit. Et on a mis partout des flyers Ethnicia arrive en France. Tout le monde croyait que ça arrivait des États-Unis. Voilà. Ça venait de ma tête. C'est génial, bravo. Très bonne idée. Alors aujourd'hui, vous avez des demandes du Sénégal, du Bénin, du Nigeria, du Maroc. Vous allez finir milliardaire, hein? Oh, je sais pas. Ça me permettra peut-être de payer un peu plus d'impôts en France. Ouais. Ça y est. Ah ouais, vous n'allez pas faire l'exil fiscal, vous? Ah non, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas suffisamment d'argent pour y penser. Pour partir. Alors, on passe maintenant à l'actualité de la semaine. On va reparler évidemment d'exil fiscal avec l'édito de Blacko 1. Et c'est Jean-Daniel Lévy de l'Institut de sondage Harris Interactive que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Quel acteur ce Depardieu? À lui tout seul, il a organisé un spectacle qui a éclipsé le reste de l'actualité. Pas besoin de scénariste, pas besoin de réalisateur, pas besoin de producteur, juste GG en impro totale, filmé par la meute des journalistes qui le poursuivent. Alors pourquoi continuer d'aller au cinéma quand le meilleur acteur français passe gratos à la télé tous les jours? Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Bon, c'est vrai qu'au niveau du scénario, le feuilleton Depardieu, c'est un peu n'importe quoi. Cette histoire de star française qui s'expatrie en Belgique et se fait traiter de minable par le Premier ministre, c'est pas très crédible. Mais après, quand la star va voir Vladimir Poutine, qui lui accorde un passeport russe en 24 heures, là, ça devient carrément du foutage de gueule. Et pendant qu'on y est, pourquoi pas imaginer Depardieu déguisé en moudjik qui deviendrait ministre de la Culture de Mordovie? C'est ça qui est pratique avec la télé-réalité. Même si l'histoire est complètement invraisemblable, on est bien obligé d'y croire, puisque c'est censé être la réalité. Faut dire qu'au cinéma, si un producteur veut mettre Depardieu à l'affiche de son film, il doit signer un gros chèque à GG. Tandis que pour les journaux, ça ne coûte rien de mettre Depardieu en une. Au contraire, ça rapporte puisque ça fait grimper les ventes. Alors, quand on peut avoir Depardieu gratos, pourquoi se gêner? D'autant que GG en fait des tonnes pour alimenter le spectacle. J'ai un passeport russe que M. Poutine m'a donné. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il semble avoir entraîné tout le monde dans son délire. Vu la place occupée par Gérard Depardieu. aux informations, on dirait que les journalistes, eux non plus, ne font plus trop la différence entre la fiction et la réalité. Voilà, c'était l'édito de Blacko 1, mise en image de Julien Grappe. Jean-Daniel Lévy, bonsoir. Vous êtes directeur du département politique et opinion chez Harris Interactive. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, l'affaire Depardieu a donc fait la une des news toute la semaine. Et Salut les Terriens a voulu savoir ce qu'en pensent les Français en demandant à Harris Interactive un sondage sur le sujet. Alors, première question, estimez-vous que Gérard Depardieu a eu raison ou a eu tort de prendre la nationalité russe? Bruno. Très majoritairement tort. Pascal. Moi, je pense qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Dans les sondages, tu rentres dans les ne se prononce pas. Bah NSP. oui. Ouais. Absatou. Alors moi, je pense qu'il est libre de faire ce qu'il veut, mais il aurait pu choisir un pays un peu plus fun. Alors, la réponse des Français. Gérard Depardieu a eu raison 30%. Gérard Depardieu a eu tort 63%.
Ça évoque quoi, ce chiffre, Jean-Daniel? Ça évoque deux choses. Ça évoque déjà une vraie évolution, parce qu'on se rappelle qu'il avait été question à un moment qu'ils prennent la nationalité belge. Et là, les Français étaient un peu plus partagés. C'est-à-dire qu'il y avait la perception, quasiment pour moitié, que la Belgique, c'était pas si grave que ça. Ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie, c'est deux choses. C'est un exil fiscal, et puis deux, la légitimation aux yeux des Français d'un régime que les Français vont relativement condamner. Vous avez vu, Thierry, les Français préfèrent quand même plus le roi que le tsar. Oui. On devrait quand même... Hein ouais, je pense que c'était le coup de trop. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, on peut avoir des gestes d'humeur. Les Français sont capables de comprendre des gestes d'humeur par rapport à de l'imposition, par rapport... Il y a toujours ce sentiment que de toute façon, on est trop taxé. Et là, je pense que c'était quand même oui, un et en peu même trop. temps, Néchin, c'est encore pire que la Russie. Pour vivre? Ah bah oui. Ah oui. Je comprends qu'il ait été en Russie plutôt que Néchin. Alors, deuxième question. Quelle image avez-vous de Gérard Depardieu? Moi, je brûle pas en un instant l'image que j'avais avant. J'ai été voir tous ses films. Ouais. Donc pour moi, ça reste quelqu'un qui est exceptionnel et un grand acteur. Donc Vous avez voilà. une bonne image de lui? C'est toujours l'image que j'ai. Malgré ça? Oui, bien sûr. D'accord. Ah, je pense qu'il est toujours gros, ivrogne et mal élevé. Elle est super. Alors, réponse des Français à la question « Quelle image avez-vous de Gérard Depardieu ?» Bonne, 37%. Assez mauvaise, 31%. Très mauvaise, 26%. Donc si on ajoute assez mauvaise et très mauvaise, ça fait quand même 57. Absolument. Et on avait posé la même question au moment du débat, justement, de son départ en Belgique. Il y avait 5 points de plus de Français qui avaient une bonne image de Gérard Depardieu. Donc c'était pas extrêmement bon et ça s'est dégradé. Ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a un vrai clivage politique derrière Gérard Depardieu. Pour faire vite, la droite a aujourd'hui une bonne image de Gérard Depardieu et la gauche aujourd'hui est assez critique à une mauvaise image de Gérard Depardieu, probablement justement autour de cette perception qu'aujourd'hui il faut que tout le monde, selon la gauche, participe à l'effort collectif. On sait aussi que Depardieu, c'est un sacré soutien de Sarkozy, donc il fait ça aussi pour déstabiliser le gouvernement en place. Donc, Alors, pardon Pascal. Non, enfin je sais pas, non. Enfin j'allais dire parce que c'est vrai que vous me trouvez peut-être neutre, mais moi j'ai l'impression, c'est pas que je m'engage pas, mais j'ai l'impression que quand on parle de vous pour autre chose que ce que... Enfin, la raison pour laquelle vous êtes connu, c'est-à-dire en règle générale, enfin là les artistes c'est pour faire rêver les gens, les divertir, c'est vrai que c'est normal que ça affecte un petit peu l'image que vous avez. Moi j'ai toujours préféré et privilégié la musique. C'est pas que j'ai pas d'idée, mais c'est parce que justement je préfère rester dans mon job. On me sort de l'ambiguïté qu'à son dépend. Je sais pas qui a dit ça, mais c'est bien. Ça doit être Blaise Pascal, non? Blaise Pascal, Obispo. Alors, la troisième question, c'est irez-vous voir le prochain film avec Gérard Depardieu? C'est-à-dire, est-ce que cette histoire handicape sa carrière? À votre avis, Bruno? Moi, je pense que j'irai voir. Et en même temps, je penserais, parce que chaque fois que j'étais voir des films de Depardieu, j'ai vu des familles qui étaient à côté de moi, qui faisaient la queue, et qui, quelquefois, se privaient peut-être pour aller amener tous leurs enfants au ciné. C'est qu'à un moment donné, les fortunes qui s'amassent quand on est un acteur de cinéma, ou même quand on est, c'est parce qu'il y a un public derrière. Et ce public, il est très majoritairement français. En tout cas, il était français au début. est-ce que c'est pas un bouc émissaire pour le gouvernement qui fait pas grand-chose en ce moment? Ils sont ravis, il y a Depardieu qui est là, donc ça y est, on va taper dessus. C'est pas nous qui en avons parlé. Non, parce qu'il n'y a pas que Depardieu qui est parti. Vous savez, quand je vois dans les acteurs Omar Sy, qui fait la déclaration hier de dire « Moi, j'ai été élevé aux allocations familiales. J'ai l'impression aujourd'hui de rembourser une dette quand je paye des impôts et je suis content d'en payer. » Mais ils sont pas tous intelligents. Je me dis qu'il y a C'est quelque bien. chose là que j'ai envie plutôt de valoriser. Tous ces six sont très bien. Alors, les Français, irez-vous voir le prochain film avec Gérard Depardieu? Oui, 9%. Non, 32%. Pas d'impact sur ma décision, 56%. C'est, je crois, le plus intéressant. Ouais. Et on est véritablement en France. Ouais. Dans un autre pays, ça ne se passerait pas comme ça. C'est-à-dire qu'en général, lorsqu'on considère qu'une personne se comporte mal, elle doit le payer jusqu'au bout et en aucun cas, on ira lui apporter le soutien. Ouais. Dans les autres pays, en dehors de la France, on considère que le boycott peut fonctionner. Et là, aujourd'hui, on a les deux aspects. C'est que d'un côté, les Français sont critiques et en même temps, ils disent... si c'est un bon film, j'irai le voir. Eh ben, j'irai le voir. Et donc, j'ai pas forcément envie de faire payer plus que cela à Gérard Depardieu. Alors, ceci étant, alors Bruno, c'est 75%. C'est quand même incroyable, parce que c'est une mesure que Hollande a improvisée, Cahuzac n'était pas au courant, personne n'était au courant, et ça va lui rester un peu comme un scotch, quoi. Ça va être un peu comme le bouclier fiscal de Sarkozy, ces 75%. Parce qu'à la sortie, ça fait gagner à l'État 200 millions d'euros. Je veux dire, c'est pas...
un tout petit peu plus, mais en tout cas, c'est assez anecdotique, c'est plutôt symbolique, oui. Mais les Français continuent toujours, d'ailleurs, quand on les questionne sur cette mesure, à dire oui, nous la voulons. Parce que nous pensons, tant que nous sommes dans la crise, il doit y avoir une mesure exceptionnelle. Après, si jamais celui qui a beaucoup vient me voir en me disant j'arrive plus à vivre aujourd'hui, j'essaye de faire quelque chose pour lui. Mais je ne crois pas que ça soit le cas, véritablement. On est quand même dans un pays qui tue le rêve, qui tue l'ambition. C'est bien de taxer les riches, c'est bien que tout le monde participe, effectivement. Moi, perso, quand j'étais jeune, ce qui me faisait rêver, c'est de voir des gens qui ont réussi, qui ont des belles voitures, qui ont des belles maisons. Ça me donnait envie d'avoir la même chose. Et là, c'est un peu la chasse aux sorcières, on va tuer les riches, on va tuer les... Et pareil pour la fiscalité aux entreprises, c'est un assassinat aussi des entreprises. On l'a vu, il y a eu le mouvement des pigeons et tout, je ne reviendrai pas dessus. Mais à un moment, ça devient un racket. Et on a parlé tout à l'heure du pacte de compétitivité des entreprises pour la première fois. Le problème, c'est qu'à mon avis, tous ces politiques n'ont pas été sur le terrain pour voir ce qu'était vraiment une entreprise. Et quand vous vous amusez à venir taxer, notamment par exemple les plus-values que vont faire les investisseurs, vous tuez l'investissement. Vous tuez l'investissement parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne trouvent plus d'investisseurs en France parce qu'ils vont regarder en Angleterre. Et vous savez, il y a d'autres entrepreneurs. C'est pour ça qu'on a mis en place une banque publique d'investissement justement pour faire en sorte que les entrepreneurs puissent trouver aujourd'hui des financements. Ça, pour moi, excusez-moi, c'est un peu du blabla parce qu'en fait, on fait que réutiliser de l'argent et on ne réinjecte pas d'argent neuf dans cette économie-là. Il est totalement neuf, celui-là. Simplement sur les entreprises, quand vous dites à quelqu'un, je vais te prendre 60% de ta plus-value, l'investisseur, il va aller ailleurs, il va aller en Angleterre et en attendant, il y a plein d'entrepreneurs comme nous qui ont envie d'entreprendre. Et ils peuvent pas. Exactement. Le problème, c'est pas Gérard Depardieu, parce que Gérard Depardieu, sa fortune est faite. C'est les jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, et qui partent en Angleterre, qui partent au Canada, qui partent aux États-Unis. C'est ça qui est terrible. Parce que c'est eux qui vont créer la richesse pour plus tard. C'est pas Gérard Depardieu, évidemment. À chaque époque, on dit ça va plus aujourd'hui, donc on part à l'étranger. Et moi, je m'aperçois que je retrouve aujourd'hui plein de jeunes créateurs en Seine-Saint-Denis, mais il y a des centaines de jeunes créateurs d'entreprises. Il y a la théorie, il y a la pratique. Dans la pratique, moi, j'ai des investisseurs, comme d'autres entrepreneurs ont des investisseurs, qui m'ont dit si vous délocalisez pas le siège social, on réinjecte pas d'argent. Ça, c'est la réalité. On touche des allocations familiales, effectivement, en France. Il y a les retraites. Il y a un système social qui est formidable. Mais il ne faut pas non plus aller sur une politique fiscale confiscatoire. Non, ça, c'est pas possible. Il n'y a rien de confiscatoire. Il n'y a rien de confiscatoire en France et c'est pour ça que les Français savent. Vous savez, le système d'impôt en France, il devrait être progressif. Le problème, c'est que ces dernières années, il n'était plus progressif. Et ceux qui avaient le plus étaient ceux qui arrivaient à se dégager le plus fortement de l'impôt. Et ceux qui payaient les impôts à proportion de ce qu'ils gagnaient, c'était les plus faibles, c'était les ouvriers, c'était les cadres moyens. Il n'y a rien de confiscatoire. On gagne 100 €. On est une entreprise, 100 €. On enlève la TVA, il reste 80. On paye un salarié 15, on nous en prend 15, il reste 30. On achète les matières premières et tout ce qui reste, il nous en reste peut-être 5 en tant qu'entrepreneur. On ne se verse pas forcément de salaire, on passe souvent des années à ne pas se payer de salaire et dans la galère. Il reste 5 €. Sur les 5 €, on va payer les impôts sociétés normales. Ensuite, à titre personnel, sur ce que je me serais versé, je vais repayer de l'impôt. Donc à la fin, j'ai travaillé pour quoi? C'est pas confiscatoire? C'est pas confiscatoire, ça du tout. On peut pas dire et vous avez créé de l'emploi, vous avez créé de la richesse, et il y a des gens qui travaillent dans votre entreprise. Donc cet exemple... Alors, je vous avertis, si Absatou devient russe, ça sera de votre faute, de toute façon. Bien, on continue à discuter de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 2. Voilà des années que tous les sondages réalisés sur le mariage gay donnent à peu près le même résultat. Environ 60% des Français y sont favorables. Comme quoi, le mariage gay ne fait plus vraiment débat. Pourtant, les opposants au mariage pour tous ne désarment pas. Et ils rêvent encore de faire plier le gouvernement, après tout. C'est déjà arrivé en 1984. En tête, la direction de l'enseignement catholique en faveur de la défense de l'enseignement privé. 1 million de Français avaient alors manifesté contre la suppression de l'école privée. Résultat, 1 mois plus tard, la loi était abrogée et Pierre Mauroy quittait Matignon. À l'UMP, on rêve donc de refaire le coup de 84. Jean-François Copé se verrait bien prendre la tête d'une manif géante pour obtenir la suppression du mariage gay et la démission de Jean-Marc Ayrault. Forcément, ça relancerait un peu sa carrière. Tous les moyens républicains doivent être utilisés. Sauf que les manifs de droite, ça ne marche pas à chaque fois. En 99, par exemple, le RPR avait appelé à manifester contre le Pacs. Le mariage protège, le Pacs nous désagrège. Or, aujourd'hui, le RPR a disparu, tandis que le Pacs, lui, est toujours là. Est-ce que dans 15 ans, ce ne sera pas la même chose pour le mariage gay qui sera entré dans les mœurs?
En tout cas, l'avis des gens sur la question dépend beaucoup de leur âge. Chez les moins de 25 ans, on est pour à plus de 75%, tandis que chez les plus de 65 ans, c'est le contraire. On est contre à plus de 60%. Alors en s'opposant au mariage pour tous, comme elle s'était déjà opposée au Pacs, la droite se lance à nouveau dans un combat d'arrière-garde qu'elle risque de perdre. Mais sachant que les plus de 60 ans ont voté majoritairement Sarkozy en 2012, c'est difficile d'aller contre son électorat. Voilà, c'était l'édito de Blacko 2, mise en image de Julien Grapp. Alors, irez-vous manifester demain contre le mariage homo, Bruno? Non. Moi, je vois pas pourquoi on empêcherait les gens d'être heureux. S'ils ont envie, il n'y a pas de problème. Absatou? Moi, je n'irai pas manifester parce que je suis pour le mariage pour tous. Vous êtes dans tout le monde ici est pour, sauf Jean-Daniel qui ne se prononce pas en tant que... En tant que sondeur, je me prononce pas. En tant que sondeur, évidemment, il ne peut pas. Sondeur, oui. Alors, mais ce qui est un peu bizarre, c'est que ce mariage homo, il existe dans beaucoup de pays européens. 60% des Français sont pour. Plus on est jeune, plus on est pour. Donc la loi passera inéluctablement. Pourquoi est-ce qu'on continue à palabrer? Parce qu'il y a toujours il y a un fond dans la société. Il y a un fond qui est encore un fond homophobe. On peut être contre le mariage homo sans être homophobe, quand même. Vous le comprenez? Non, mais je le comprends. Mais vous me demandez les explications. Oui. Le fait qu'on dépénalise l'homosexualité, aujourd'hui, j'ai des gens qui m'en parlent encore en me disant que ça a précipité la société française là où elle est aujourd'hui. Et donc, je crois que c'est ça l'évolution que nous voulons faire simplement. C'est mettre le droit, parce que nous sommes dans une société de droit, en accord. Le mariage homo, c'est un progrès. Bien entendu, dans l'égalité des droits, dans la sécurité juridique qui est donnée aujourd'hui à ceux qui vivent, à ceux qui élèvent des enfants, bien entendu que c'est un progrès. Vous êtes quand même beaucoup plus clair, encore une fois, que François Hollande. C'est pas dur. Sur le sujet. Jean-Daniel, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub avec le zapping, Gaspard Proust et notre invité du samedi 20h. Ce soir, Daniel Tammet, autiste Asperger, élu parmi les 100 génies vivants et auteur de plusieurs best-sellers. À tout de suite. Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Pascal Obispo, de Bruno Leroux, d'Absatou Si, et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir Daniel Tammet. Bonsoir. Alors Daniel, vous êtes autiste Asperger, vous avez été élu parmi les 100 génies vivants, vous êtes l'auteur de plusieurs best-sellers, et vous publiez le 17 janvier L'éternité dans une heure aux éditions Les Arènes. On en reparle dans un instant, mais pour l'instant, j'accueille Gaspard Proust. À vous Gaspard pour Elle est pas belle la vie. Alors oui, avant de présenter mes vœux pour 2013, j'ai une pensée émue pour tous les Syriens qui se sont souhaités une bonne santé et qui n'ont peut-être pas eu le temps de finir cette phrase. D'ailleurs, je me demande, mais cette année pour la France, c'est pas des vœux qu'il faudrait présenter, mais des prières. Hein? Alors tout le monde dit que 2013 sera plus dur que 2012. Ah bon? C'est possible? C'est possible. Mais non, enfin, c'est une bonne année aux pauvres en 2013, qu'ils se rassurent, ils vont se sentir de moins en moins seuls. Et c'est toujours moins dur comme ça, hein. La pauvreté, c'est comme la chaude pisse en garnison. Quand t'es seul, t'as honte. Quand t'es 10, tu la compares avec celle des autres. Voilà. Faut positiver. Donc 2013, l'année de la transition des emplois de l'industrie vers ceux des services. Hein, c'est quand même pas rien. Sortir de la mine pour aller à la NPE. Hein, c'est... Quitter la lampe frontale pour le néon de Pôle emploi. C'est... Et la NPE, c'est qu'une étape, hein. Avant le RSA, les Restos du Cœur, Emmaüs, Jean-Marc Morandini. Hein? Et vraiment, au pire, il y a la mendicité. Mais la mendicité, c'est quoi? C'est du théâtre de rue avec une mise en scène minimaliste. C'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose, mais au moins, il y a une vraie transparence sur les subventions. Alors en 2013, de toute façon, j'ai décidé de me calmer. Je ne vais plus du tout taper sur l'exécutif. Hein. Dupont et Dupont, c'est fini. Hérault, Hollande, plus rien. Plus rien. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas des flèches, mais pour une fois que dans ce pays, on a le choix entre deux noms pour appeler le soldat inconnu. Hein, et dans la foulée, j'aimerais présenter mes vœux aux 75% qui passeront l'hiver. Ah oui, ça, je suis sûr, on aura bien les 75%.
jusqu'à la fin du quinquennat, sauf que ça ne va pas concerner le taux d'imposition, mais le chiffre du chômage. Alors, comme quoi, chez les socialistes, si on a l'intuition du chiffre, on n'a pas forcément la certitude de son objet. Hein. En tout cas, je souhaite une bonne année au Conseil constitutionnel, qui est devenu le centre de planning familial du PS. Hein. C'est là où se font avorter toutes les lois socialistes. On n'imaginait pas les membres, les sages en avorteurs, mais enfin bon, c'est comme ça, c'est la vie, tout arrive. Alors je vous passe les détails de ce qui arrivera dans 4 ans, hein, tout le monde le sait, réélection de Sarko au premier tour, momification de Liliane Bettencourt, ouverture de son mausolée place de la Concorde. Alors, ce sera évidemment une catastrophe pour le cinéma français, je veux dire, même si Depardieu va revenir, vu sa grande moralité, Toretton va sans doute quitter la France et prendre un passeport nord-coréen. Et tout le monde sait ce qui arrive si Toretton quitte la France. Enfin, il n'y a plus un film qui va se monter. Pardon. 2013 commence assez bien pour les salariés de Virgin. Oui, ils vont pouvoir partir au ski avant les autres. Parce que chez Virgin, eh oui, on solde aussi les employés. Alors moi, forcément, je me suis précipité, quoi. J'ai déjà repéré une vendeuse pas mal. Enfin, c'est mon côté salafiste athée, quoi. C'est dans un magasin qui s'appelle Virgin, elles seront forcément toutes de première main. Alors évidemment, tout le monde s'indigne que Virgin dépose le bilan. Enfin, ça va, il était temps, quoi. Je veux dire, ils vendent des CD, des DVD. Enfin, pourquoi pas des Minitel et des machines à écrire. Enfin, En fait, Virgin Megastore, ce n'était pas un magasin, mais un musée des succès du XXe siècle. Pourquoi pas un peu de galéjade économique. Bon, alors ça a fait scandale, hein, ça a réveillé des consciences chez vous, c'est terrible. Hein. 24 heures avant la fermeture, la ministre de la Culture a émis une hypothèse. C'est peut-être à cause de la concurrence du commerce en ligne. Waouh! On est en 2013, Filippetti découvre Amazon. Non mais à ce rythme, je veux dire, à ce rythme, dans 1 an, elle ouvre un compte iTunes et dans 2 ans, elle arrive à poster une vidéo sur Facebook. Vraiment, bravo Aurélie. En tout cas, je souhaite également une bonne année 2013 à la première manif de l'année. Enfin, la première manif de l'année, c'est le machin contre le mariage pour tous ou pour, je sais plus très bien, cette espèce de CGT de la sexualité normative là qui va battre le pavé. Enfin, le grand défilé pour la pénétration des orifices socialement acceptables. Enfin, au moins, dans ce pays, on a le sens des priorités. Je me demande, ça va être quoi les slogans? Puisqu'on vous dit que c'est pas le bon trou, quoi. L'anus, c'est que pour le bonus. Je sais pas. En tout cas, voir des cathos défiler contre le mariage, c'est à peu près aussi crédible que de voir des végétariens militer pour l'abattage halal, quoi. C'est un truc... En tout cas, la sexualité gay aura au moins un mérite, faire parler les cathos de la leur, ce qui arrive assez rarement, il faut le dire. Alors, en même temps, il y a un truc, je vois pas très bien pourquoi ils s'excitent au sujet de la PMA. Il fallait pas retirer cette loi, c'est très bien la PMA. En plus, qu'est-ce que c'est d'ailleurs la procréation médicalement assistée? C'est quoi? C'est faire l'amour avec, en se faisant tenir le sexe par Michel Simès? C'est ça le... Moi, je comprends pas d'ailleurs pourquoi l'Église est contre la procréation médicalement assistée. Je veux dire, la PMA, c'est quoi? C'est la procréation sans le péché de l'acte. Enfin, l'Église devrait être pour, quoi. C'est une sorte d'éjaculé conception, quoi. 2013, je souhaite également que la presse française soit un peu plus objective. Si elle pouvait enfin reconnaître que Vladimir Poutine est un démocrate doublé d'un humaniste. Non, mais vous connaissez beaucoup de présidents qui naturalisent un étranger en 3 jours. 2013, le printemps arabe, qui a donné sa première récolte, hein, pas très convaincante, c'est un sol bizarre, quoi. C'est un sol, tu plantes de la démocratie, il pousse de la charia. Il ferait peut-être mieux de planter de la dictature, il y aurait plus de chances de retrouver de la démocratie, quoi. Enfin, Ce qui m'amène au sujet des décapitations en Arabie Saoudite, transition naturelle. 76 décapitations en 2012 en Arabie Saoudite. On s'y prend mal pour exporter la démocratie. Enfin, dans ces pays-là, peut-être que si on leur fournissait la guillotine, ils feraient le lien avec la Déclaration des droits de l'homme. Je sais pas. C'est plus intelligent que profond, mais... Il faut terminer par une bonne nouvelle, peut-être. Ouais. Jack Lang, qui a enfin trouvé un point de chute, l'Institut du monde arabe.
Ça prouve donc que les rumeurs sur le poste de garde champêtre place des Vosges étaient fausses. Puisqu'on vous dit que c'est les soldes, alors, pas belle la vie? Voilà, c'était Gaspard Proust. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20. Daniel Tammet, bonsoir. Donc vous êtes un autiste Asperger, ce que l'on appelle communément un autiste savant, et vous possédez des dons exceptionnels en calcul et dans l'apprentissage des langues. Mais le plus exceptionnel, c'est que vous êtes un des seuls à pouvoir faire des allers-retours entre notre monde et le monde de l'autisme. C'est pour ça que les scientifiques vous surnomment la pierre de Rosette de l'autisme, d'après le nom de cette pierre qui a permis de décrypter les hiéroglyphes. Alors vous avez déjà publié 2 livres, vendus à 1 million d'exemplaires, et vous revenez aujourd'hui avec L'éternité dans une heure, la poésie des nombres, publiée aux éditions Les Arènes. Alors Daniel, vous êtes né le 31 janvier 1979 à Londres, père ouvrier, mère secrétaire, famille de 9 enfants. Oui. Alors jusqu'à l'âge de 2 ans, vous êtes un enfant difficile, très bruyant, et puis soudain, vous devenez silencieux, vous commencez à développer les premiers symptômes de l'autisme. Et à l'âge de 4 ans, vous êtes secoué par des crises d'épilepsie de plus en plus graves. Vous manquez d'ailleurs d'en mourir. Heureusement, mon père il a eu le bon réflexe parce que son père avait des crises d'épilepsie également. Ah, oui. Donc il a reconnu tout de suite le problème et il m'a amené tout de suite à l'hôpital. Et, ouais. Voilà. Alors l'épilepsie, évidemment, c'est un symptôme courant chez les autistes, mais chez vous, l'épilepsie a eu un impact déterminant sur la construction de votre cerveau. C'est-à-dire que certaines connexions neuronales étaient endommagées et le cerveau les a contournées et en a créé de nouvelles. Voilà. Oui. Alors chez vous, avec 9 enfants, évidemment, il y a beaucoup de bruit, ce qui est une souffrance pour vous. Vous vous réfugiez dans votre monde peuplé de chiffres, vous comptez, vous calculez, c'est votre univers. Oui, puis un jour, je découvre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de, pour moi, dans une partie de Londres très, très modeste, il n'y avait pas de cinéma, pas de musée, pas de théâtre, il y avait une bibliothèque. Je regarde les livres partout avec les noms. Et chaque livre avait son nom différent, et je me suis dit, si je regarde suffisamment longtemps, je vais trouver le livre avec mon nom dessus. Ouais. Et je vais découvrir l'histoire de ma vie. Je vais voir qu'est-ce qui va se passer, mon avenir. Et bien sûr, je n'ai jamais trouvé ce livre. Ouais. Et c'était plus tard que j'ai compris qu'il fallait d'abord écrire ce livre. Ce que j'ai fait. Le cas. Voilà, ouais. Exactement. Mais c'est une idée à la Borges, ça. Oui, d'arriver dans une bibliothèque et chercher le livre qui raconte votre vie. Voilà. C'est extraordinaire. Alors, les livres qui vous intéressent, c'est les dictionnaires, les encyclopédies. Et puis, effectivement, les mots prennent, un peu comme les chiffres, une couleur, une forme, une texture, une émotion. Et ces mots deviennent vos seuls compagnons, finalement. Oui, en fait, c'est comme si les mots prenaient le relais un peu des nombres. Mais je suis dans un univers, donc, de ces combinaisons, des métaphores, de la poésie. Je découvre la fiction, parce que c'est pas évident pour quelqu'un qui est sur le spectre autiste de comprendre la fiction et tout ça. Dans le monde normal, vous êtes un peu un alien, on peut le dire. Hein, et vous êtes très très sensible. Par exemple, chez vous, quand vous êtes petit, quand votre mère monte l'escalier, vous attendez son pas. Oui. Et pour vous, c'est une souffrance, c'est une violence, quoi. Oui, parce que les bruits, quand c'est aléatoire, je ne savais pas qu'est-ce que c'est et j'arrivais pas à mettre une émotion ou quelque chose dessus. Alors à l'époque, donc dans les années 80, le syndrome Asperger n'est pas diagnostiqué, donc on vous met à l'école, comme tout le monde. C'est une expérience extrêmement douloureuse pour vous, parce que vous êtes timide, renfermé, solitaire, silencieux. Très difficile parce que je ne suis pas comme les autres. Voilà. Et quand on est petit, quand on est enfant, on veut être comme les autres. Oui. Alors à l'âge de 10 ans, vous découvrez chez des voisins à vous, d'origine finlandaise, le finnois. Oui. Voilà. Et là, c'est votre début de l'exploration des langues étrangères. Aujourd'hui, vous en maîtrisez une dizaine. Alors, l'anglais, le finnois, le lituanien, l'espagnol, le français, l'allemand, l'islandais, le roumain, le gallois et l'espéranto.
Vous avez créé votre propre langue, le manti. Oui, parce que quand on aime les mots, on veut jouer avec. Et... C'est une langue où il y a beaucoup de voyelles, parce que vous dites que c'est plus joli que les consonnes. Oui, voilà, c'était très joli. Et ça donne quoi? Est-ce que vous pouvez nous dire bonjour, je vais bien en manti, par exemple? Päivä, kuutomi takuto. Vous êtes le seul à parler cette langue? Ah oui. Alors, à l'adolescence, vous découvrez la fiction, les romans, le théâtre et surtout Shakespeare. Shakespeare, oui. Shakespeare est une révélation pour vous parce que grâce à Shakespeare, vous découvrez le langage social, c'est-à-dire l'empathie, la dispute, l'amour, la haine. En fait, Shakespeare vous socialise d'une certaine façon. Exactement. Ouais. Parce que pour la première fois, je comprends le pouvoir de la littérature, en fait. Et puis Shakespeare, il parlait énormément des mathématiques. Oui. Il parlait surtout, par exemple, de chiffre zéro. Parce qu'à l'époque de Shakespeare, ça n'existait pas. Mais vous dites que c'est la première génération qui a été élevée avec le chiffre zéro. Voilà, ça n'existait pas avant lui. Alors toujours, pendant l'adolescence, vous vous amusez beaucoup avec les chiffres, vous faites des multiplications très complexes. Vous dites d'ailleurs, je ne calcule pas, je vois le résultat. Voilà. En fait, je ne suis absolument pas un ordinateur ou calculatrice. J'ai du mal avec des choses comme l'algèbre et tout ça, puisque c'est les choses qui sont pas tangibles. Et pour moi, il faut toujours que ça soit quelque chose d'humain, de concret. Ça se matérialise. Oui. Voilà. Alors, vous faites aussi du calcul calendaire. Alors, je ne vais pas vous considérer comme un singe savant et vous faire plein de trucs. Mais si je vous dis le 6 janvier 1949, c'était quel jour? C'était un jeudi. Bravo. C'est le jour de ma naissance. Voilà. Alors, vous découvrez à ce moment-là le nombre pi. Oui. Alors, le nombre pi, bon, on a tous appris ça. Hein, pour nous, ça s'arrête à 3,14, 3,1416. Vous décidez d'apprendre le plus grand nombre de décimales possible. Et le 3 mars 2004, vous en réciterez, des décimales du nombre pi, 22 514. Alors, il a mis des papiers sur les murs, hein, c'est ça? Et vous avez photographié d'une certaine façon, c'est-à-dire vous... Oui, en fait, le nombre pi, pour moi, c'est comme un poème numérique. Pour moi, le nombre, ça voulait dire quelque chose. Chaque chiffre avait un sens, donc il fallait simplement que j'entre dedans. Et je suis allé dans un musée en Angleterre pour réciter ce nombre devant un public. À Oxford. Et c'était incroyable parce que les gens, ils n'étaient absolument pas dans les mathématiques, adolescents, des ouvriers, des gens de partout. Et en même temps, ils étaient tellement touchés pendant la récitation, parfois même les gens qui pleuraient. Et je me suis dit, j'ai compris en fait pour la première fois que j'avais ce don de pas simplement de compter, mais de raconter. Ouais. Pour vous, c'est un peu comme la Joconde ou une symphonie de Mozart. Quoi. Voilà. Ça devient une œuvre d'art. Exactement. Donc vous récitez ces 22 514 décimales sans faire une seule erreur. C'est un véritable marathon. Vous arrêtez de temps en temps, mais à des moments prédéfinis, c'est-à-dire tous les 1000 chiffres, vous arrêtez pour manger un carré de chocolat ou un fruit, mais c'est tout. Quand vous allez aux toilettes, on vous accompagne pour être sûr que vous parlez à personne. Donc c'est vraiment fait pratiquement sous contrôle d'huissier, quoi. Oui. Oui, exactement. C'était très... Puisque c'est un record, donc il fallait absolument que ça soit vérifié. Alors, le défi suivant, c'est d'apprendre l'islandais en une semaine. C'est incroyable. Et vous l'avez fait, hein? Je l'ai fait. Vous avez répondu une semaine après à une interview qui vous était faite en islandais. Comme on est en train de faire maintenant en français, j'ai fait en islandais. En islandais. Et, en Islande, et c'est une expérience, encore une fois, c'est les couleurs et tout ça. À chaque fois, il y avait un sens. J'ai essayé d'associer les couleurs avec les sens des mots et tout ça, de créer comme une toile d'araignée, avec des connexions. Et c'était très ludique, c'était très... et puis, ça, à chaque fois, j'ai eu tellement du mal, enfant, à comprendre, à communiquer. Que là, maintenant, je suis à fond. J'ai un fond dans la communication. J'écris, et je vais. Et voilà. Alors voilà. C'est extraordinaire, non? C'est un génie. Il nous aura été donné de voir un génie. Voilà, au moins une fois dans notre vie. Moi, j'y croirais quand il parlera le Peul en 7 jours. Il peut le faire. Bravo. Pascal? Bah, moi, je pense à la musique, évidemment. Je pense à des gens que tu citais tout à l'heure, comme Mozart. Est-ce que tu tu aimes la musique? Est-ce que tu as imaginé mettre ça ton don? Oui, j'écris. En pratique, c'est ça? Je suis en train d'écrire une chanson. Une chanson juste? Le texte pour une chanson. Mais pas une simple, parce qu'il y a moyen d'écrire si. Alors, mais il faut que vous m'appreniez, alors. Faut que tu lui apprennes, il faut que tu lui donnes les cours de composition.
Alors, Mozart était Asperger, on pense aujourd'hui, non? Ouais. Il y a un côté comme ça. Il y a beaucoup de gens... Qui était Asperger? Einstein était Asperger? Einstein, on dit peut-être Einstein, on dit peut-être certains poètes. Emily Dickinson est très connue aux États-Unis. Lewis Carroll, un grand écrivain, mathématicien également. Peut-être Asperger aussi. On ne savait pas parce que le mot n'existait pas à l'époque. Donc, oui, c'est très récent. Hein. C'est très récent. Mais pour moi, c'est très positif parce qu'avant, j'avais toujours le sentiment que j'avais tort. J'étais paresseux. Pourquoi je n'étais pas comme les autres? Pourquoi les gens ne me comprenaient pas? Et là, maintenant, je vois que voilà, la différence, ce n'est pas un handicap. Merci beaucoup, Daniel. C'est passionnant, c'est génial. Merci. Donc, je vous conseille son bouquin. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Pascal Obispo. L'album Millésime est dans les bacs. Il est en tournée dans toute la France à partir de mars à l'Olympia, 11-12 octobre. Et ce soir, nous sommes ensemble aux enfants de la télé. Chez Arthur, voilà. Bruno Leroux, président du groupe PS, merci à l'Assemblée nationale. Absatoussi, le grand 8 du lundi au vendredi à 11h sur D8. Jean-Daniel Lévy de Harris Interactive et Daniel Tammet pour l'éternité dans une heure aux arènes. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Made in Groland et pour les abonnés à 20h55, le territoire des loups avec Liam Neeson. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacko, l'édito des Gréments et Gaspard Proust. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.